Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur la digitale de Jean Giraudoux à Bellac, une maison d'écrivains nouvelle génération. De la Corrèze à la Loire, vue sur la 89 Est-Ouest, un voyage photographique de Christophe Goussard. Rural chic, avec le jardin de l'Abrègement en Charente, quand l'art naît de la tempête. Rencontre à Hamoux dans les Landes, avec Fidèle Fournéron, un tromboniste voyageur. Dans la rubrique Lue, Chacun sa mère, une BD maritime de Thibault Lambert. Uzeste musical et le nombril du monde, quand deux ovnis artistiques magnifiquement incarnés depuis des décennies réfléchissent à leur avenir. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. C'est à Bellac, en Haute-Vienne, que le collectif d'artistes hors normes a investi la maison natale de Jean Giraudoux. Escape game, réalité augmentée, consultation littéraire, le transmédia s'empare de la vie d'un grand auteur du XXe siècle. Visite guidée. Quand on monte à l'étage, là on est accueilli par le buste de Jean Giraudoux. C'est vraiment pour nous une manière de commencer à le mettre en scène, de lui redonner vie. À Bellac, entrez, je vous prie, dans la maison où je suis né. Souvent, je me présente en tant qu'artiste transmédia, puisque ce que j'aime, c'est travailler un texte sur différents supports. Et on le ressent dans la maison, c'est en fait se poser la question du transmédia, non pas là au travers d'une œuvre, mais au travers d'un homme. Et la maison, elle est née de ça, en fait. Jean Giraudoux passe du drapeau français au drapeau allemand, puisque c'est au cœur de l'œuvre de Siegfried, puis au cœur, évidemment, de l'amour qu'avait Jean Giraudoux pour ces deux pays. Donc l'autre, c'est Amphitryon 38. Et donc nous, ici, on l'a transformé en jeu. Malheureusement, on ne gagnera pas contre Jupiter, puisque c'est un dieu, et on ne gagne pas contre les dieux. Alors à travers cet escape game, leur principale mission est de trouver la raison de la mort de Jean Giraudoux. Moi, je suis derrière, je vous vois, je vous entends, je vous parlerai pour vous guider. Ok, on est parti ? Ah, waouh. Bon. Un coffre. Observez bien les cadres. Là, il y en a un. Quand les livres se poussent, la vérité surgit. Il y a un truc avec des livres. Attends. Quand les livres se poussent, la vérité surgit. Il faut pousser les trois. Bravo à vous. Vous avez la première réponse. Universel. On va pas trouver. Ah, attends, je vois des trucs de marqués, là. Regardez. Ah oui. Dernière minute. Oh, punaise, ça y est. J'ai un couteau. Oh, désolé, messieurs, dames, vous avez perdu. Donc on sait pas de quoi il est mort. Exactement, on ne sait pas. Bon, bien sûr, nous, l'établissement s'appelle La Digitale parce qu'on reste sur l'hypothèse de l'empoisonnement à la fleur de la digitale. Et on a donné ce nom-là à la maison. Parce que ce qu'on aime bien aussi dans le nom de la digitale, c'est qu'il y a le côté empreinte, il y a aussi le côté numérique. Et après, dans chacune des pièces, vous avez des propositions différentes. Vous allez avoir accès à Lecture pour une ombre. Donc ça, c'est ces carnets de guerre de la Première Guerre mondiale. Là, on a travaillé ça sous une forme qu'on appelle le théâtre optique. Évidemment, la vie ira. Bonjour. C'est très bien, très bien. Vous avez rendez-vous pour une consultation ? Tout à fait, oui. Très bien. Ben, je vous laisse vous installer. Oui. Je vais vous donner un petit questionnaire à remplir. Et quand vous avez terminé, vous pouvez toquer à la porte. Entrez. Vous n'avez jamais eu de remède à la littérature. Eh bien, c'est une première fois. Oui. Je suis ravie. Donc, je vous proposerai bien Intermezzo. C'est une pièce de théâtre. Et dans cette scène, Isabelle, qui est une jeune institutrice, va être charmée par un spectre.
Isabelle est assise sur le tertre. Elle a tiré sa glace, se regarde. Le fantôme surgit derrière elle. Votre nom. Mon nom est vraiment sans intérêt. Vous n'allez pas me faire croire qu'il ne sourit jamais. Qui? Il. Nous parlons des morts. Pourquoi sourirait-il? Quand une femme entre pour la première fois dans l'amour, elle croit en effet pénétrer dans le cœur du secret. Ça, c'est la salle Femmes de chair, Femmes de papier, où en fait on rend honneur aux femmes qui ont compté dans la vie de Jean Giraudoux. Alors sa femme, bien sûr, Suzanne, et puis ses maîtresses, des rencontres intellectuelles aussi, et qui ont influencé son écriture. Et il y a une œuvre qui est plus délicate. Certains de ses textes ont été traduits et ça a mis en doute Jean Giraudoux, antisémite ou non, parce que cette période de Seconde Guerre mondiale est trouble, c'est difficile évidemment de savoir. Ici, vous allez entendre des arguments à charge et à décharge en fait. Personne ne mettait en doute ce qu'avait été Giraudoux. C'est simplement après les accusations de Mellman que tout est reparti et repris en faisant un collaborateur qui n'a jamais été. Avec la digitale, on essaye aussi de développer une animation, une vie en fait artistique, culturelle qui se partage. En fait, on est en train de s'inscrire dans une dynamique à la fois culturelle et sociale. On devient un pôle d'attractivité pour cette ville. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Pour la 89 Est-Ouest, c'est la route entre la Loire, le Puy-de-Dôme et la Corrèze qui a servi de fil rouge au photographe-auteur Christophe Goussard. Une route depuis longtemps supplantée par l'autoroute, une route presque oubliée, une route de la lenteur contre la vitesse, de la courbe contre la ligne droite, des paysages secrets contre les évidences, de la rencontre contre l'indifférence. Ce qui m'intéressait, c'est que je ne connaissais pas ce territoire. C'était de photographier en même temps que de le découvrir, explique le Bordelais, à qui l'association Clermont 2028 a confié cette carte blanche. Parti léger avec un Leica argentique d'occasion, Christophe Goussard a choisi de venir et de revenir dans ce massif central presque immuable. Une série d'une 50aine de photographies de paysages, mais aussi des portraits de ceux qui vivent et travaillent ici. Toutes réalisées sans jamais beaucoup s'éloigner de ce cordon ombilical de goudron vieillissant, fait de virages, de profondeur et d'échappées. Ici, tout est pâle et grandiose, écrit l'auteur Cécile Coulon dans la préface du livre dédié aux paysages et portraits réalisés par Christophe Goussard. Et aussi que les hommes, les bois et les bêtes sont frôlés par la lumière, joueuses, sans cesse recommencées. C'est cette lumière, c'est cette âme, c'est cet imaginaire des chemins de traverse que Christophe Goussard nous offre avec délicatesse. On peut être rural et chic. Direction le jardin de l'Abrègement, dans le petit village de Biussac en Charente. Les propriétaires ont confié les arbres morts de la tempête à des artistes de renom. C'est après la tempête de décembre 1999 qui a détruit une futaies de chênes qui avait été plantée en 1750 que nous avons eu l'idée de faire appel à quelques spécialistes du land art pour utiliser certains des arbres tombés et pour en faire des œuvres qui traduisent de façon positive ce grand drame. Nous avons connu Andy Goldsworthy en allant voir son œuvre à Vassivière et puis également dans le sud. Il a fait quelques œuvres et notamment ces œuvres qui sont des cairns en fait, qu'il avait faites jusqu'à présent qu'en pierre. Nous avons sollicité un autre Anglais qui est Anthony Gormley. Il a utilisé un séquoia tombé. Il a appelé cette œuvre One and Other parce que c'est un homme qui représente l'humanité sur un arbre qui représente la nature. Mes voisins du village l'ont renommé le gardien. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que ça transforme une catastrophe en quelque chose de positif. Ça nous a permis d'ouvrir le parc au public. Donc, c'est très positif, effectivement.
C'est à Hamou, dans les Landes, que le petit Fidèle Fournéron a découvert la musique. 30 ans plus tard, et une victoire du jazz en poche, le voilà, sillonnant les routes d'Europe et du monde pour faire entendre son jazz métissé. Rencontre avec un tromboniste qui aime jouer collectif. Je m'appelle Fidèle Fournéron, je suis musicien, tromboniste, compositeur de jazz et plus y affinité. Je me suis un peu spécialisé dans le jazz, mais un jazz, on va dire, au sens large, qui est curieux des musiques actuelles, des musiques du monde. Je suis au Rocher Palmer aujourd'hui avec une nouvelle formation qui s'appelle Bengue, qui se tourne du côté des musiques d'Afrique de l'Ouest, où je marie le son de mon trombone avec les djembés, avec les dooms, avec les balafons. Le trombone, c'est un instrument qui est venu à moi par hasard. J'ai commencé parce que quand j'avais 7 ou 8 ans, je suis arrivé dans un petit village des Landes, de la Chalosse, qui s'appelle Hamou. Quand j'ai voulu faire de la musique, j'ai tapé à la porte de l'école municipale de musique. Mon prof de solfège m'a dit « Tiens, t'as envie de faire quoi comme instrument ?» Moi, je ne savais pas trop. Il m'a dit bah, « Tu vas faire du trombone parce qu'il n'y en a pas à l'harmonie. » J'ai pas mal joué dans l'harmonie d'Hamou et dans pas mal de contextes musicaux amateurs comme les fanfares, les bandas, les courses landaises, les cérémonies du 8 mai. J'aime bien continuer à travailler comme ça avec des musiciens amateurs, avec des étudiants, avec des jeunes. Il y a eu quelques expériences que j'ai eues comme ça quand j'étais enfant où il y a des professionnels qui sont venus partager leur expérience avec moi et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique pour de bon plus tard. Et j'ai envie un peu de faire pareil, de transmettre le flambeau à mon tour. Plus je serre et plus je desserre mes lèvres, je peux faire des notes différentes. Et à chaque fois que je descends d'un cran, ça descend un peu les notes. Voilà, comment ça marche. Oui ? Est-ce que vous pouvez nous jouer un morceau de musique de Merci beaucoup. Et ben à tout à l'heure, bon concert. Ce qui m'est resté le plus de mon apprentissage dans les harmonies landaises et dans toute cette culture-là, c'est le goût pour les grands orchestres, pour la musique d'ensemble, pour arriver à se fondre dans quelque chose qui nous dépasse. On est à côté d'un stade de foot, un peu comme dans une équipe de foot, quoi. On va dire que c'est plutôt un poste de défenseur, le trombone. C'est pas un instrument pour avoir un gros ego. Je m'appelle Fidèle, F-I-D-E-L. C'est une référence qui peut être contestable, mais en tout cas qui a marqué l'histoire de mes parents, qui m'a marqué bien sûr moi aussi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Si j'avais pas eu ce prénom-là, je pense que je serais pas allé un beau jour à la Havane voir un peu pourquoi je m'appelais comme ça. Mes parents, ils ont jamais fait ce voyage-là, donc je pense qu'ils sont restés un peu dans une mythologie. Moi, j'ai pu du coup voir ce que c'était que d'habiter à la Havane dans le régime qui est ce qu'il est aujourd'hui. Je suis quand même fier de porter ce prénom-là et puis je trouve malgré tout, qu'il dégage quelque chose de sympathique et puis en tout cas, ça aide à ce que les gens se rappellent de moi, donc c'est plutôt pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? Bonne question. Je crois que c'est la navigation en mer. Quitter le chenal pour rejoindre les parcs, au petit matin, quand le soleil commence doucement à se refléter sur l'horizon. Et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Avoir le bas des manches mouillé. Après, le froid s'insinue partout, et pour se réchauffer, c'est une horreur. Chacun sa mer, c'est une bande dessinée où en fait on suit un groupe de jeunes, des collégiens, à la découverte des métiers de la mer. On vit quand même ici à Marennes sur un territoire en bord de mer. On a un pied dans le bord de mer et puis un pied dans le marais. Il y a des jeunes qui connaissent pas du tout. À part aller se balader à la plage, ils savent pas du tout ce qu'il y a comme richesse sur le territoire. Donc c'est parti de là et de l'envie de les suivre, de me mêler à eux, parce qu'ils étaient une dizaine.
Et on est parti rencontrer ces professionnels-là, du métier de la mer, que ce soit une voilière, un saunier, des ostréiculteurs, pour justement que eux nous parlent de leur métier. Qu'est-ce qui les anime tous les jours, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et l'idée, c'était de rendre compte de ça en bande dessinée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que ce ne soit pas mes mots à moi, c'est que ce soit vraiment les mots des jeunes, et d'être avec eux et de voir ce qu'eux retiennent de ces rencontres-là. Avec une pincée d'humour, une pincée de tendresse, une pincée de justesse. L'idée, c'est la petite cuisine du territoire, quoi. Une fois n'est pas coutume, c'est à Bordeaux que l'art et la culture loin des villes ont rendez-vous. À l'occasion de 2 journées de confluence à la Mecca, rencontre éclairée et festive entre 2 projets phares de la Nouvelle-Aquitaine. Uzeste Musical en Gironde et le Nombril du Monde dans les Deux-Sèvres. Entre continuité et changement, quel est l'avenir de ces 2 ovnis artistiques magnifiquement incarnés depuis des décennies? Ils sont à la fois artistes et acteurs culturels d'un territoire. Bernard Lubat, Uzeste Musical, et puis Yannick Jolin, créateur du Nombril du Monde à Pougny-Risson. Et ce qui les relie d'abord, c'est que ce sont 2 artistes qui sont à l'origine de ces projets culturels, politiques, territoriaux, qui ont traversé le siècle, puisque les 2 expériences ont au moins 25 ans, 30 ans, voire plus. Et puis, ce sont aussi des projets qui s'appuient sur des territoires qui sont ce qu'on appelle situés, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient exister que là. Ce fameux Nombril du Monde, en plein cœur de Gâtine, un caillou. En tout cas, ça en a tout l'air. On a fait un événement à Pougny-Risson, à la Saint-Jean, inauguration du Nombril du Monde avec pose de la première pierre toutes les demi-heures. On est parti sur une espèce de blague au début, quoi. Et voilà, merci, c'était parfait. On considère tellement Pougny-Risson comme l'arrière-monde, le trou du cul du monde. Eh ben, on va transfigurer ça et en faire le Nombril du Monde. Aujourd'hui, dans la salle polyvalente qui sert à tout, qui sert à rien, de Pougny-Risson, c'est le bal nos pompiers avec élection de Miss Hérisson 85, la plus grande fête nationale populaire obligatoire. C'était un moment incroyable, on a eu 1000 personnes par hasard, vraiment, c'est un truc. On s'est dit, mais il s'est passé un truc, faut qu'on leur propose autre chose. 1 an plus tard, on est revenu leur dire, mais on va faire un festival. Mais Yannick, on n'est pas possible. Parce que à Pougny, d'abord, les gars disant, on n'est pas possible. On n'est pas possible, il n'y a pas de sous. Et puis en 92, on fait le premier festival du Nombril du Monde. Et débute l'écriture de cette légende du nombril. C'est presque une anomalie de l'histoire, parce que là où ils le font, normalement, si on prenait les grands indicateurs démographiques, économiques, sociaux, il ne devrait rien se passer dans ces territoires qu'on appelle depuis Paris des zones blanches ou des déserts. Ben là, c'est l'événement permanent grâce à Yannick Jolin et le Nombril du Monde et Bernard Lubat et Uzeste Musical. Uzeste Musical, c'est né d'abord d'Uzeste, ce que c'est, un petit village. Mes parents ont inventé le café L'Estaminette. C'était un centre culturel avant la lettre, voilà, donc j'ai rien inventé. Et un jour, j'étais en tournée avec Michel Portal, on passait par Bordeaux, Bayonne, Toulouse, tout ça, et puis j'ai dit, tiens, on va s'arrêter à Uzeste, j'avais encore mes parents qui étaient à la retraite, on va aller goûter le jambon. Et puis j'ai dit à Portal, tiens, si on est là détendu, et si on faisait un concert, je demande au curé s'il veut nous prêter l'église. On s'est rendu compte dans ce concert qu'on était libre. On inventait, on bifurquait. Ça m'a fait réfléchir. L'année suivante, je dis tiens, on va recommencer. Bernard Lubat a 78 ans. Yannick Jolin est un artiste qui a 64 ans. Bien évidemment, on se pose la question de l'après.
l'après Jolin et Bernard Lubat en tant qu'artistes, et qu'est-ce qu'ils transmettent de leurs valeurs, de leur savoir-faire, de leurs idéaux, mais aussi comment les projets culturels et territoriaux qu'ils ont construits peuvent survivre à leurs fondateurs. J'imagine que je vais disparaître, tout le monde, d'accord, mais je pense que ce qui s'est passé depuis 45 ans et les gens qui l'ont fait, c'est assez costaud pour que ça puisse se poursuivre, peut-être différemment, j'en sais rien, mais c'est à eux de jouer, quoi. Notre objectif et notre utopie, c'est de vraiment considérer tout le village comme des militants. Donc ici, il y a les militants artistes, il y a les militants techniciens, il y a la librairie thématique du Zest. Il y a des paysans ici, maraîchers, qui se sont installés. Il y a des associations d'habitat participatif. Moi, je pense que la transmission, elle se fait maintenant. Bernard est un fort catalyseur. Le défi de la transmission aussi, c'est de s'emparer soi-même, de devenir passeur et même peut-être un peu contrebandier, mais surtout pas douanier, c'est-à-dire aussi à Uzès avoir cet esprit que tout est possible. C'est-à-dire l'artiste qui vient et qui veut prendre sa part de risque, il faut être capable de lui laisser toujours une place à table. J'avais une allumette, et j'allumais une allumette, et puis pouf, c'est parti. Et là, d'un seul coup, ça fait tâche. Le nombre de musiciens, de poètes, de comédiens, de techniciens du spectacle qui sont devenus, je dirais, professionnels et qui se sont formés à Uzès, c'est incroyable, quoi. C'est des centaines. Et qui se sont formés dans un truc qui n'est pas un centre de formation. Uzès, c'est... Pour le définir, c'est très difficile parce qu'on ne veut pas finir. Vous êtes des projets qui sont incarnés. Bernard Lubat pour Uzès musical, et Yannick Jolin pour Le Nombril du Monde. Ces projets n'existeraient pas s'ils n'avaient pas réussi à créer les conditions d'une gouvernance collective. Je me suis vraiment posé la question au niveau de la transmission. Qu'est-ce que je peux transmettre de ma manière de faire? Je suis monté sur scène pour parler au nom de ceux qui n'avaient pas la parole. Parce qu'on nous a tellement bassinés avec le fait que nos cultures rurales n'avaient pas de culture, qu'on ne portait rien. Vous savez, l'humanité est une race au fond généreuse. C'est pour ça que tu as tellement de gens qui préfèrent en rien donner. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas être déçus. Pour transmettre quelque chose qui était aussi lié à un personnage,